nouveau guerrier des Balkans viole la femme de son ennemi ethnique pour donner ainsi le coup de grâce à son adversaire. Le sexe de la femme de son ennemi ethnique devient un champ de bataille à part entière. Nulle part ailleurs la haine ethnique ne se manifeste d'une façon plus forte que sur ce nouveau champ de bataille. Le nouveau guerrier ne s'y expose pas aux balles, aux obus, aux chars. Il ne s'expose qu'aux cris des femmes. Ça ne fait qu'accroître sa volonté de servir sa patrie en allant jusqu'au bout. Le nouveau champ de bataille du nouveau guerrier, le sexe de la femme de son ancien voisin, le sexe de la femme de son ancien camarade d'école, proche qu'il a pu appeler frère pendant presque un demi-siècle. La force qui oblige les ethnies à fraterniser, bombe à retardement. C'est la vraie poudrière des Balkans, d'où cette longue frustration nationale, la revanche freudienne des peuples qui n'ont jamais eu de pays. Le sexe de la femme comme champ de bataille. Les combattants silencent pour se donner en quelque sorte le coup de grâce. De nos jours, dans les guerres ethniques, le viol est une forme de blitzkrieg. Rien ne peut déstabiliser d'une manière plus efficace l'ennemi ethnique que lorsqu'on viole sa femme. Plus de la moitié des femmes violées, dans le contexte des guerres interethniques, sont victimes d'agresseurs qu'elles connaissent, qu'elles ont croisés souvent, dans un périmètre de moins de 60 km. Environ la moitié des femmes que nous avons pu questionner déclarent que les hommes qui les ont violées sont des habitants du même village ou des villages voisins. Presque un quart des femmes que nous avons questionnées sont capables de donner le nom ou les noms des agresseurs. Il paraît que beaucoup de femmes mariées à des hommes d'une autre ethnie que la leur ont été violées par des agresseurs de la même ethnie qu'elles pour être ainsi punies d'avoir fait un mariage mixte. Pour le nouveau guerrier, le viol de la femme de son ennemi ethnique a le goût de la victoire totale sur son adversaire. Dans les guerres interethniques, le sexe de la femme incarne la résistance. Le nouveau guerrier viole pour briser cette résistance. Il croit donner ainsi le coup de grâce à son adversaire. Après avoir mis à l'abri sa femme, sa fille, sa mère, sa sœur, le combattant se lance dans la poursuite de la femme, de la fille, de la sœur, de la mère de l'adversaire. Très souvent, le nouveau guerrier ne cherche pas le face-à-face avec son ennemi juré, membre d'une autre ethnie. Avant ce face-à-face, le guerrier interethnique espère pouvoir détruire les sources de la vitalité de son adversaire. Et ces sources-là, il les connaît. Car il a été le voisin de son ennemi, il a travaillé dans le même lieu que son ennemi, il a été très souvent invité dans la maison de son ennemi, il connaît tous les membres de la famille de son ennemi, il connaît les coutumes de son ennemi. Bref, son ennemi étant son frère, le guerrier sait que les femmes qui entourent son ennemi sont à la fois sa source de vitalité et son point le plus faible. Marcher dans la rue, prendre le métro le soir. Mettre une mini-jupe, un décolleté et des hauts talons. Danser seul au milieu de la piste. Me maquiller comme un camion volé. Prendre un taxi en étant un peu ivre. M'allonger dans l'herbe à moitié dénudée. Faire du stop. Monter dans un octambus. Voyager seul. Boire seul un verre en terrasse. Courir sur un chemin désert. Attendre sur un banc. Draguer un homme, changer d'avis et passer mon chemin. Me fondre dans la foule du RER. Travailler la nuit. Allaiter mon enfant en public, réclamer une augmentation. Dans ces moments de la vie, quotidiens et banals, je réclame le droit de ne pas être importuné, le droit de ne même pas y penser. Je revendique ma liberté à ce qu'on ne commande pas mon attitude, mes vêtements, ma démarche, la forme de mes fesses, la taille de mes seins. Je revendique mon droit à la tranquillité, à la solitude, le droit de m'avancer sans avoir peur. Je ne veux pas seulement d'une liberté intérieure. Je veux la liberté de vivre dehors, à l'air libre, dans un monde qui est aussi un peu à moi. Je ne suis pas une petite chose fragile.
Je ne réclame pas d'être protégée, mais de faire valoir mes droits à la sécurité et au respect. Et les hommes ne sont pas loin s'en faut tous des porcs. Combien sont-ils ces dernières semaines à m'avoir ébloui, étonné, ravi par leur capacité à comprendre ce qui est en train de se jouer, à m'avoir bouleversé par leur volonté de ne plus être complices, de changer le monde, de se libérer eux aussi de ces comportements. Car au fond se cache derrière cette soi-disant liberté d'importuner une vision terriblement déterministe du masculin. Un porc, tu nais. Les hommes qui m'entourent rougissent et s'insurgent de ceux qui m'insultent, de ceux qui éjaculent sur mon manteau à 8 heures du matin, du patron qui me fait comprendre à quoi je devrais mon avancement, du professeur qui échange une pipe contre un stage, du passant qui me demande si je baise et finit par me traiter de salope. Les hommes que je connais sont écœurés par cette vision rétrograde de la virilité. Mon fils sera, je l'espère, un homme libre. Libre, non pas d'importuner, mais libre de se définir autrement que comme un prédateur habité par des pulsions incontrôlables. Un homme qui sait séduire par les 1000 façons merveilleuses qu'ont les hommes de nous séduire. Je ne suis pas une victime, mais des millions de femmes le sont. C'est un fait, et non un jugement moral ou une essentialisation des femmes. Et en moi, palpite la peur de toutes celles qui, dans les rues de milliers de villes du monde, marchent la tête baissée. Celles qu'on suit, qu'on harcèle, qu'on viole, qu'on insulte, qu'on traite comme des intruses dans les espaces publics. En moi résonne le cri de celles qui se terrent, qui ont honte, des parias qu'on jette à la rue parce qu'elles sont déshonorées, de celles qu'on cache sous de longs voiles noirs parce que leur corps serait une invitation à être importuné. Dans les rues du Caire, de New Delhi, de Lima, de Mossoul, de Kinshasa, de Casablanca, les femmes qui marchent s'inquiètent-elles de la disparition de la séduction et de la galanterie? Ont-elles le droit, elles, de séduire, de choisir, d'importuner? J'espère qu'un jour ma fille marchera la nuit dans la rue en mini-jupe et en décolleté, qu'elle fera seule le tour du monde, qu'elle prendra le métro à minuit sans avoir peur, sans même y penser. Le monde dans lequel elle vivra alors ne sera pas un monde puritain. Ce sera, j'en suis certaine, un monde plus juste, où l'espace de l'amour, de la jouissance, des jeux de la séduction ne seront que plus beaux et plus amples, à un point qu'on n'imagine même pas encore. Marcher dans la rue. Prendre le métro le soir. Mettre une mini-jupe, un décolleté et des hauts talons. Danser seule au milieu de la piste. Me maquiller comme un camion volé. Prendre un taxi en étant un peu ivre. M'allonger dans l'herbe, à moitié dénudée. Faire du stop. Monter dans un octambus. Voyager seule. Boire seule un verre en terrasse. Courir sur un chemin désert. Attendre sur un banc. Draguer un homme, changer d'avis et passer mon chemin. Me fondre dans la foule du RER. Travailler la nuit. Allaiter mon enfant en public. Réclamer une augmentation. Dans ces moments de la vie, quotidien et banal, je réclame le droit de ne pas être importuné. Le droit de ne même pas y penser.